Jusqu'au 7 octobre 2023, je pensais que les crimes contre l'humanité étaient les derniers événements capables de rassembler les divergences de croyances et d'opinions dans une communauté morale de la compassion. Il m'avait semblé aussi que la sensibilité politique la plus susceptible d'être révoltée par des atrocités était la mienne, la gauche. Je me trompais. Une partie importante de la gauche globale, aux noms variés, gauche identitaire, éveillée, décoloniale ou progressiste, a nié l'existence de ces atrocités ou bien les a célébrées comme un acte de résistance coloniale. Cette gauche a déserté, ignoré, stigmatisé les juifs choqués et endeuillés, les renvoyant à une faute primordiale, celle du colonialisme israélien. Pourquoi ? Par quel cheminement en sommes-nous arrivés là ? Alors ces phrases sont les premières du court livre d'intervention qu'Eva Illouz a rédigé à l'occasion du premier anniversaire des massacres du 7 octobre et qui sort dans la collection Tracts chez Gallimard. Son titre est éloquent, le 8 octobre, généalogie d'une haine vertueuse. Il s'agit d'y rendre compte, de décrire, d'analyser le ressort d'un antisémitisme spécifique qui, sous la forme d'un antisionisme radical, a pu s'exprimer dans les milieux progressistes occidentaux. Alors bonjour Eva Illouz, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors on vous connaît tous à travers vos travaux dans le champ de la sociologie des émotions, je pense que c'est le terme adéquat pour définir un certain nombre de livres fameux comme Pourquoi l'amour fait mal, Apicratie, Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, les marchandises émotionnelles. Mais c'est vrai qu'après le 7 octobre, une grande partie de vos textes, de votre travail, de vos préoccupations, on le sent bien, ces textes qui sont parus dans la presse, dans les revues, et souvent qui ont été très remarqués, ont eu pour objet de décrire, d'analyser à la fois ce qui s'était passé ce jour-là, le 7 octobre, mais aussi les effets, les conséquences de l'événement dans les discours politiques et militants de gauche, dans l'opinion mondiale, on pourrait dire. Alors je voudrais d'abord vous poser une question assez simple. On a entendu les quelques lignes qui sont l'incipit de votre livre. Est-ce que vous avez été surprise par cette machine idéologique qui s'est immédiatement mise en place, qui venait, comme vous le rappelez, dans les lignes que j'ai lues, qui venait de votre propre camp politique. Est-ce qu'il y a d'abord eu chez vous quelque chose comme un étonnement ? Je dirais que d'abord, il y a eu des événements. Il y a eu le 7 octobre et puis il y a eu le 8 octobre. Donc mon petit livre ne parle pas du 7 octobre, des massacres eux-mêmes. Il parle du 8 octobre. Il ne parle pas du 7 octobre, ce petit livre, mais il s'inscrit dans un champ de production de texte que vous avez fait cette année, où vous avez pu parler du 7 octobre. Je veux dire, c'est un élément très important, c'est une pièce d'un dossier que vous avez constitué à travers un grand nombre de textes. C'est pour ça que j'ai formulé ma question sous cet angle. Oui. Je voudrais que les auditeurs l'entendent bien. Alors, donc je disais que, donc, à mon avis, il y avait deux événements, le 7 octobre et le 8 octobre. Et le 8 octobre a été un événement très différent et peut-être encore plus choquant que le 7 octobre. Et il a été choquant parce que, pour beaucoup d'entre nous, on a pris conscience finalement qu'on vivait dans, nous, c'est-à-dire membres de la gauche, qu'on vivait dans deux réalités complètement différentes, que les juifs israéliens de gauche vivaient dans une réalité complètement différente, dans des champs sémantiques entièrement différents de ceux du grande partie de la gauche progressiste. Donc je dirais que ça n'a pas été une surprise, ça a été plutôt un choc. Ça a été un choc à plusieurs niveaux. Le choc premier a été le manque absolu et total de compassion pour les victimes. Plus que ça, je dirais qu'une bonne partie des gens ont exprimé leur identification enthousiaste avec ceux qui ont perpétré les massacres. Et donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'était les inversions. Il y a eu beaucoup d'inversions. Comme par exemple le fait qu'on a accusé finalement les victimes, on les a accusées du meurtre dont elles avaient été les victimes, puisque c'était Israël qui était tout de suite tenu pour coupable de ces massacres. Et pas seulement des inversions, mais aussi, je dirais, à une sorte de déni. Il s'agissait de crimes contre l'humanité. Or, une bonne partie de cette gauche à laquelle j'ai fait référence a tout simplement nié le fait qu'il s'agissait
crime contre l'humanité, et le déni s'accompagne souvent d'une recatégorisation de l'événement qui s'appelle maintenant une résistance, donc une résistance héroïque, anticoloniale, etc. Donc, si vous voulez, le choc, ça a été de prendre conscience qu'il n'y avait plus de base minimale commune. Et ce sont les premières lignes que vous avez lues. Il n'y avait plus aucune possibilité d'avoir recours à un langage moral minimal et commun. C'était ça qui était choquant. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu comprendre. Alors, vous avez appelé ça une machine idéologique. Ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, je n'ai pas du tout compris qu'il s'agissait d'une machine idéologique. Il m'a semblé tout simplement qu'il s'agissait de jugements qui étaient faux et qui étaient animés par une forme de haine que je ne comprenais pas. C'est simplement en commençant à lire pour comprendre. En fait, chez moi, l'écriture commence toujours par quelque chose qui m'intrigue ou qui me choque. Et c'est seulement en lisant que j'ai compris qu'il y avait une machine idéologique qui s'était mise en place depuis 50 ans, en fait, qui travaille la société occidentale et dont on a vu, si vous voulez, en quelque sorte, l'aboutissement accompli le 8 octobre. Vous dites le 8 octobre comme si c'était dès le lendemain, de manière immédiate qu'il y a eu ces réactions dont vous parlez. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ça a été quelque chose de progressif. Alors évidemment, j'entends bien que pour vous, le 8 octobre, c'est l'image du lendemain et des jours qui ont suivi, peut-être des semaines qui ont suivi. Mais quels sont, j'ai le sentiment que c'est un peu dans votre monde universitaire que quelque chose comme une première prise de conscience immédiate se fait, avec vos collègues, dans les boucles des mails des universités dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est le cas ou je me trompe? Non, c'est pas vraiment le cas. Non. Non. En tout cas, ça n'a pas été le cas à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Ça s'est fait beaucoup plus par l'intermédiaire, pour moi, des campus américains. C'est là où j'ai compris que quelque chose... Où vous travaillez souvent, hein, je le rappelle. Avec qui j'ai des contacts. Ouais. C'est là, je pense que beaucoup ont compris que il y avait eu une brisure et une déchirure. Et, comme je le disais précédemment, on a eu le sentiment que les mots qu'ils utilisaient n'avaient plus de contact réel ou de rapport avec la réalité. Alors, votre texte, quand on le lit, on voit bien qu'on est face à un texte d'analyse politique et historique. Hein, on va d'ailleurs y revenir. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous situez aussi dans le champ d'une interrogation sur les émotions. Je disais que vous étiez une sociologue des émotions, et des émotions, on pourrait dire, suscitées, en l'occurrence, par les signifiants juifs, israéliens, sionisme, comme si ça déclenchait de manière plus ou moins pulsionnelle. On verra que la pulsion a été travaillée par de la théorie, par de la propagande, vous l'avez rappelé à l'instant, de manière quasi immédiate. Et votre livre, en fait, commence par le constat d'un manque de compassion, vous l'avez rappelé, et que vous pensez comme une énigme paradoxale, hein, il me semble, et vous formulez ainsi une des questions centrales qui conduit votre analyse. J'ai envie de citer cette phrase, que je la trouve très juste, très précise pour nommer le problème, hein, le problème c'est le titre d'un de vos chapitres, de cette énigme morale. Comment une émotion considérée comme instinctive et au fondement même de la morale, la compassion, hein, donc, en vient-elle à être supprimée par une formation politique, la gauche progressiste, qui pourtant assène sans relâche cette émotion, hein, qui se réclame de cette émotion, et qui affirme sa propre vertu au travers de cette émotion. Cela est-il rendu possible précisément parce que cette absence de compassion est posée comme une performance de la morale et non comme un manquement à la morale. Alors là, on est au cœur d'une sorte d'énigme paradoxale, et je voudrais qu'on commence à rentrer dans la mécanique qui rend possible ce paradoxe, c'est-à-dire on se croit vertueux, on se croit compassionnel, on pense être du côté du progrès, et pourtant on produit des énoncés qui sont littéralement aberrants
compte tenu de la violence qui a été exercée sur des corps qui ne sont même pas considérés comme des victimes, en l'occurrence. Oui, alors là, vous posez le problème finalement de l'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme de gauche, qui est, à mon avis, un phénomène idéologique et émotionnel très complexe. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fils à démêler. Son cousin d'extrême droite est beaucoup plus clair. Et on utilise souvent son cousin d'extrême droite pour juger l'antisémitisme d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on pense à l'antisémitisme comme faisant référence à une théorie hiérarchique des groupes et des races. Or, l'antisémitisme de gauche est beaucoup plus confus. Il a été confus depuis le début, je dirais. Chez Marx, il s'agit de libérer le monde du juif parce qu'il s'agit de libérer le monde de l'argent et du capital. Je rappelle que Marx est l'auteur de La question juive au milieu du XIXe siècle. Merci beaucoup. Et donc, je dirais que cette formulation montre déjà, ou pointe déjà, à toute l'ambiguïté qu'il y a dans l'antisémitisme de gauche, puisque on est antisémite en quelque sorte, je dirais, avec de bonnes intentions. Donc, à partir de là, je n'ai pas voulu accuser cette gauche progressiste d'être tout bonnement antisémite et donc de rédiger un procès verbal de toutes les preuves de son antisémitisme. C'est pas ça qui m'a intéressée. J'ai essayé de me mettre dans les chaussures de militants de gauche qui tiennent des discours qui sont interprétés souvent par les juifs sionistes comme étant antisémites, ou pour le moins antisionistes. L'antisionisme est complètement affiché et assumé. Ce qui n'est pas assumé, c'est l'antisémitisme. Et il y a souvent un dialogue de sourds parce qu'on essaye de les persuader que cette forme d'antisionisme est une forme d'antisémitisme, chose qu'ils refusent. Donc j'ai essayé, si vous voulez, de prendre un autre biais. Et j'ai essayé de comprendre comment on en venait à assumer une posture qui était morale, d'une part, qui se pense défendre le bien, d'une part, et qui, en fin de compte, vous mène à nier l'horreur ou la signification, ce qui vous mène à ne pas enregistrer la signification morale d'un massacre de civils. Voilà, c'est ça le but de ce petit livre. C'est essayer de comprendre comment se met en place à la fois une façon de penser qui prétend ou qui se veut défendre une position morale dans le monde et comment cette position morale en vient finalement à nier aux Juifs et à Israël ce qu'on accorde à tout autre peuple. À partir de quel moment il vous a paru indéniable que ce corpus de réaction était pas seulement du militantisme antisionisme classique, on pourrait dire, mais véritablement de l'antisémitisme. Pour vous, c'était absolument évident d'emblée qu'il y avait quelque chose qui était, dès le 8 octobre, on pourrait dire, de l'expression antisémite venue de la gauche. Et je voudrais vous poser cette question en la corrélant à une autre, c'est-à-dire comment comprendre, et d'ailleurs vous y avez fait allusion, que cette accusation d'antisémitisme est absolument inaudible par ceux que vous jugez comme étant tels à partir d'un certain nombre de constats que vous argumentez, tout simplement. Alors je vous avoue, là, c'est deux questions pour moi qui sont en vis-à-vis. Je vous avoue que non, j'ai pas du tout pensé au départ qu'il s'agissait d'un antisémitisme. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une façon de penser qui était aberrante. Et je m'expliquais la chose tout simplement par le fait que la gauche progressiste a parfois assumé des positions sur d'autres sujets qui peuvent sembler être aussi loin de la gauche social-démocrate à laquelle je souscris. Ça m'a pris du temps
J'ai commencé, je pense, à me poser des questions dans ce sens-là quand il y a eu des féministes, dont Angela Davis, par exemple, mais pas la seule, Donna Haraway, Isabelle Stengers, Elsa Dorlin, ont dénoncé Israël d'avoir récupéré les viols de femmes comme si Israël, en fait, instrumentalisait la mort de ces femmes pour son intérêt. Alors, je m'explique. Je vais m'expliquer. La raison pour laquelle, au départ, j'ai pas du tout pensé à l'antisémitisme, c'est que moi-même, ayant été israélienne pendant de très longues années, j'ai été... vous êtes franco-israélienne. Oui. Vous voulez dire ayant vécu en Israël pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Ayant vécu en Israël pendant 30 ans. Pendant 30 ans. J'ai développé une sensibilité très particulière à ce qu'on appelle l'instrumentalisation de l'antisémitisme par notamment Netanyahou à des fins politiques. Tout Israélien de gauche est sensible à cette question. Et j'étais moi-même, avant les événements du 7 octobre, c'était une question qui me préoccupait beaucoup, notamment le fait que d'un côté, Netanyahou instrumentalisait l'antisémitisme à tout bout de champ, et de l'autre côté, était extrêmement amical avec des antisémites comme Trump, Orban ou le PiS polonais. Alors, si je peux me permettre, je me souviens de discussions que nous avions pu avoir ensemble avant le 7 octobre. Vous aviez tendance à me dire, ou à nous dire, à nous, juifs de la diaspora européenne, qu'on exagérait un peu sur l'antisémitisme. Et oui. Ça rentrait dans le cadre de cette perception depuis un point de vue israélien. Et c'était une dispute très intéressante qu'on pouvait avoir ensemble sur ce point-là. Tout à fait. D'ailleurs, il se peut qu'on ait eu tous les deux raison à la fois. Je pense pas là que un ait eu plus raison que l'autre. Donc, je dis ça simplement pour dire que j'ai pas eu du tout de réflexe, le réflexe de penser qu'il s'agissait de réactions antisémites. J'ai commencé à me poser la question quand les cortèges féministes ont par exemple exclu des féministes qui avaient un drapeau israélien, qui portaient un drapeau israélien, ou quand donc Angela Davis et d'autres, et les autres féministes que j'ai nommées il y a un instant, n'ont pas dénoncé les viols et les violences sexuelles contre les femmes, mais ont dénoncé les dénonciations d'Israël. Et n'ont pu voir ces viols que sous l'aspect de leur instrumentalisation par le gouvernement israélien. C'est là que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de rupture fondamentale et que le niveau de malveillance était tel qu'on pouvait plus attribuer ça tout simplement à une différence d'opinion et d'analyse, mais qu'il y avait véritablement une haine, tout simplement, non seulement une haine qui a été mise en place, mais une démonisation systématique de tout ce qui était israélien. Donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps avant de penser. Quoi. Oui, mais je voudrais ajouter aussi que quand on profère cette accusation, il faut le faire avec beaucoup de tact intellectuel. À la fois parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme de gauche et l'antisémitisme de droite sont différents. Ils ont des généalogies intellectuelles et des caractéristiques intellectuelles différentes. Mais aussi parce que je crois qu'il faut faire une distinction entre un antisémitisme dans les intentions et un antisémitisme dans les effets. Très souvent, la gauche, je pense, est coupable d'antisémitisme dans les défaits. Alors ça peut paraître spécieux de faire cette distinction. Je voudrais bien la comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, dans les effets, c'est-à-dire que on peut penser que les Juifs ne sont pas
une minorité détestable, que ce sont des êtres humains comme les autres, qu'ils doivent être protégés par la loi comme tout le monde, d'un côté, mais on peut avoir des idées sur Israël, par exemple, ou sur le sionisme, qui vont faire que les Juifs vont se sentir stigmatisés, exclus, mis au banc et haïs. Donc, si vous voulez, ce que j'essaye de faire, là, c'est d'expliquer ou de donner une forme au fait qu'il y a un chasme, un fossé entre beaucoup de gens de gauche qui ne se sentent pas, qui se déclarent ne pas être antisémites, mais dont les propos ont des effets absolument antisémites. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose comme une sorte d'antisémitisme systémique, inconscient chez certaines personnes de gauche, au même titre que ceux-ci parlent d'un racisme systémique dont on ne pourrait ne pas avoir confiance. Mais pourquoi ce ne serait pas le cas, justement? Non, mais je vous pose la question. Absolument. Mais c'est exactement de ce dont je parle. Je parle de ce fossé qui peut exister entre notre vie consciente et ce qu'on interprète comme nos intentions et les effets réels que notre discours ou nos pratiques ont. D'accord. Puisque vous avez opposé l'antisémitisme de droite, enfin, vous avez distingué les formes de l'antisémitisme de droite et celles de gauche, qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune dans Le Monde il y a quelques mois maintenant, au moment des élections en France, où il y avait l'idée selon laquelle il y aurait un antisémitisme contextuel, électoraliste d'un côté, qui n'aurait pas le même caractère, disons, de gravité ou de profondeur que celui d'un antisémitisme dit ontologique dans la dite tribune, signée par Vincent Lemire et Harry Halimi. Comment vous, dans le contexte dans lequel nous sommes, vous entendez ce texte qui a été par beaucoup salué d'ailleurs? Je vous avoue que j'ai trouvé que c'était une acrobatie intellectuelle pour trouver des excuses à son camp, d'un crime qu'on ne pardonne pas à l'autre camp. On peut faire un petit exercice mental. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait. Quand j'ai lu l'article, j'ai fait cet exercice mental. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pu dire ou penser de citoyens français d'origine africaine, est-ce que j'aurais pu leur dire qu'il y a un parti de droite raciste, et est-ce que j'aurais pu leur vendre ou leur dire que ce racisme est électoraliste et donc qu'il ne faut pas finalement plus s'en inquiéter que ça. Ça m'aurait été impossible. Ça aurait été impossible à tout le monde, je pense. Pourquoi ? Parce qu'on a l'intuition que le racisme, c'est le racisme. Première chose. Deuxième chose, un racisme contextuel ou un antisémitisme contextuel ne peut être activé que sur la base de vieux préjugés, de vieux stéréotypes. On n'invente pas un racisme contextuel. En fait, c'est le même réservoir. L'antisémitisme ontologique et l'antisémitisme de gauche puisent dans le même réservoir d'histoire, d'images, d'idées, qui ne sont pas fondamentalement différentes, en fait. Je veux dire, l'image du juif capitaliste qui aime l'argent, c'est une image qui existe à droite comme à gauche. Donc, à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on active et on réactive, quelles que soient les raisons, on active ce réservoir antisémite. Et troisièmement, j'aurais envie de dire à Monsieur Halimi et Monsieur Lemire que les Juifs se sentent de la même façon, que ce soit contextuel ou ontologique,
pour les Juifs, c'est de la bouillie intellectuelle. On se sent pareillement stigmatisé et humilié. Et il me semble que on doit prendre en considération le sentiment d'humiliation et de dénigration des minorités dont on parle. Donc, pour ces 3 raisons, je trouve que cette dichotomie est inacceptable. Je voudrais qu'on reprenne ce livre qui sort là à l'occasion du premier anniversaire du massacre du 7 octobre, et qu'on revienne sur, on pourrait dire, j'ai parlé de machine idéologique tout à l'heure, vous avez parlé de théorie, de théorisation, qu'on rentre dans la mécanique de cette machine idéologique, de cette théorisation, notamment du monde intellectuel progressiste dont on a pu lire les textes. Vous avez parlé de Donna Haraway, mais on pourrait parler de Judith Butler, on a lu d'un nombre considérable de tribunes. En vous lisant, on comprend. Moi, j'étais frappé par cette sorte de dialectique étrange. On comprend qu'on est face à une alliance d'un discours extrêmement sophistiqué, une grande sophistication théorique, un discours qui se conçoit comme une critique très très élaborée contre Israël, et en même temps un simplisme, une sorte de système de pensée qui arrase toute la complexité et qui n'a pas peur d'ailleurs non seulement d'être simple, mais d'ignorer des faits. Cette dialectique étrange entre hyper-sophistication, hyper-théorisation et simplisme, j'aimerais que vous nous en disiez quelque chose. J'ai le sentiment que c'est vraiment une idée que vous avez su bien percevoir pour la déconstruire, ce phénomène. Oui, vous avez entièrement raison de le résumer comme ça. Alors j'ai essayé de chercher les schèmes de pensée qui ont rendu possible le narratif décolonial. C'est-à-dire que je remonte avant le décolonialisme en tant que théorie qui commence à envahir les campus américains à partir des années 90, au début des années 2000. Et ce qui précède le décolonialisme, encore une fois sur les campus américains, c'est ce qu'on appelle la French Theory, qui produit un nouveau style de pensée, une façon de comprendre les problèmes et de les analyser. Je distingue 4 grandes caractéristiques dans ce style de pensée, qui est ce que j'appelle le pantextualisme, c'est-à-dire la tendance à voir la réalité sociale et la société en général comme une série de textes à interpréter, ce qui donne beaucoup finalement de pouvoir et d'autorité à la personne qui interprète. La deuxième caractéristique, c'est ce que j'appelle le pouvoirisme. C'est l'idée que le pouvoir est présent partout, et c'est l'idée aussi qu'on ne fait pas finalement de distinction entre différents types de pouvoir, légitime ou illégitime, direct ou indirect, symbolique ou matériel. Donc c'est très différent de l'analyse marxiste. La troisième caractéristique, c'est ce que j'appelle la supercritique. La supercritique, c'est ce qui fait qu'on va constamment surenchérir sur la critique. On va essayer de trouver toujours de nouveaux objets à critiquer. C'est ce qui fait que, par exemple, Israël, qui est un pays où les homosexuels ont une présence très importante dans toute la vie politique et culturelle du pays, ce progrès moral, quelque chose que moi je considère comme un progrès moral, est interprété comme du pinkwashing, c'est-à-dire comme une façon de créer un écran de fumée pour masquer l'occupation. Donc la supercritique, si vous voulez, c'est ce qui critique même les progrès moraux comme n'étant pas suffisamment purs ou achevés. Et finalement, la structure, l'idée de la structure qui est absolument fondamentale pour comprendre aussi
comment ce phénomène de simplification dont vous avez parlé opère, c'est cette idée que des événements comme le colonialisme n'est plus à interpréter ou à lire comme une histoire concrète avec des événements, mais comme une structure. Ceux qui pratiquent la théorie décoloniale voient le colonialisme comme une structure. À partir du moment où c'est une structure, il est très facile à ce moment-là d'appliquer cette structure à beaucoup de contextes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et donc à l'appliquer au contexte et au cas israélien, qui est certainement un cas très à part dans l'histoire du colonialisme de peuplement. C'est un cas qui n'a en fait, je crois, aucun équivalent. Mais la particularité du cas n'est plus perceptible parce que on applique tout simplement à un contexte particulier une structure généralisée. Si vous voulez, ça c'est le terreau intellectuel sur lequel sont venus se greffer d'autres processus. Le premier, c'est la compétition victimaire. C'est dans ce contexte de compétition entre les minorités que le narratif décolonial fait sens et devient plausible. Parce que le narratif décolonial, ce qui est intéressant, c'est qu'il est utilisé non seulement pour parler du colonialisme et du décolonialisme, mais il est importé dans les sociétés démocratiques elles-mêmes pour rendre compte du racisme et pour rendre compte de la relation donc de plus en plus tendue qui peut exister entre les minorités noires, par exemple, et la minorité juive, qui est vue comme représentant le blanc et comme même, si je me souviens d'une citation de James Baldwin, non seulement comme représentant le blanc, mais comme représentant le chrétien. C'est, il me semble aussi, cette idée qu'on retrouve chez Houria Boutelja, qui est la fondatrice du Parti des indigènes de la République. C'est cette idée que le juif représente en quelque sorte la majorité blanche et ne se comporte pas ou n'est pas une vraie minorité. Donc, si vous voulez, c'est dans ce contexte de minorité, de compétition entre les minorités, que le narratif décolonial va devenir de plus en plus plausible, non seulement pour parler de la colonisation, mais aussi pour parler des relations entre différents groupes à l'intérieur même des démocraties. Oui, parce qu'on voit bien que dans ce qui s'est passé à partir du 8 octobre, c'est que l'enjeu politique de ce que vous dénoncez dans le tract ne consiste pas à seulement nommer, qualifier ce qui se passe en Israël, mais à une gigantesque importance au sein d'un militantisme local, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Il s'agit de voir comment la question israélo-palestinienne est devenue la question des élections européennes en France. Donc on voit bien que ça a un usage, on pourrait dire, en interne. Hein. Alors ce qui est intéressant, et là on arrive peut-être à la conclusion que je tire, c'est qu'Israël est devenu finalement à assumer le statut de ce que Roland Barthes appelait une mythologie. C'est-à-dire que ça devient en fait une idée très abstraite qui contient et articule des tensions, des contradictions et qui en vient à symboliser pour des groupes différents quelque chose. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée. C'est comment est-ce qu'Israël est devenu une mythologie. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu à partir de cette expression, de cet oxymore qui donne le titre ou le sous-titre de votre livre, Haine vertueuse? Alors, je tiens à signaler que l'expression « hélas » n'est pas de moi. Ah bon, c'est une expression que j'ai empruntée à Jean Améry, le grand essayiste autrichien, qui déjà, dans les années 60, avait compris que s'installait finalement une nouvelle forme d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Ce qui avait frappé Jean Améry, précisément dans cet antisionisme antisémitisme de gauche, c'est qu'il prétendait précisément défendre la vertu de gauche.
Il faut rajouter à ça quand même que ce qu'il y a de particulièrement difficile dans l'antisémitisme, c'est que finalement, il assume presque toujours une position morale. Quand on voit les Juifs comme buvant le sang des petits-enfants chrétiens, il n'est pas difficile de voir comment détester les Juifs à ce moment-là, c'est défendre la morale. Si vous pensez que les Juifs sont en train de faire un complot pour non seulement contrôler le monde, mais le détruire, qui est le thème du protocole des sages de Sion, il est évident à ce moment-là que détester le juif, c'est défendre le monde, c'est défendre la vie contre les juifs. Donc, si vous voulez, il y a, je dirais que l'antisémitisme se vit comme une défense de la moralité et comme une défense du monde contre des forces du mal que les Juifs représenteraient. C'est ça qui est très profondément ancré dans l'inconscient occidental, mais pas seulement. Mais je dirais que c'est l'antisémitisme de gauche, c'est ce que Jean Améry pensait et il avait raison, c'est l'antisémitisme de gauche qui articule le mieux cette association étroite entre détestation des Juifs ou aujourd'hui d'Israël et défense de la vertu, c'est-à-dire de la morale. Il est absolument clair quand on lit vos textes, celui-là et d'autres encore, que vous êtes d'une intransigeance critique absolument sans concession vis-à-vis de cet antisémitisme de gauche, mais en même temps, pour vous, c'est aussi un travail que vous faites, on pourrait dire, sans avoir le désir d'abandonner votre camp politique, qui est la gauche. Donc je voudrais et qu'il s'agit pour vous de consolider ce qui serait une gauche responsable, authentique, je ne sais pas comment le dire, mais qu'il y a quelque chose comme une dérive de la gauche qu'il faut corriger. Vous ne faites pas partie des déçus de la gauche qui vont changer de bord. C'est pas du tout ça votre positionnement. Je voudrais savoir comment vous pensez cette tension en vous, on pourrait dire, où il s'agit de continuer à être une sociologue qui travaille dans le sens de ce qui vous estimez être aller dans le sens de l'émancipation, du progrès, et en même temps de constater que vos collègues, certains d'entre eux, il faut les dénoncer pour une attitude qui vont contre les valeurs, quoi. Donc enfin les valeurs de ce camp. Donc je voudrais comprendre cette position qu'est la vôtre qui est pas confortable. Je vous avoue que vous posez là une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre. Et vous avez raison. Enfin, je pense que la difficulté du moment qu'on est en train de traverser, c'est de ne pas tomber dans les travers du campisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a deux camps et qu'il faut choisir son camp. Pour moi, être de gauche, c'est pas une question d'opinion, c'est une question, je dirais, presque de définition existentielle. Je suis femme, je suis juive, je suis juive séfarade, et j'ai eu très tôt dans ma vie le sentiment que c'était à la gauche que je devais vivre dans la dignité, dans des pays comme la France ou les États-Unis ou Israël. La gauche a été le camp de la dignité humaine. Ça a été pour moi le camp du progrès moral. Et vous avez raison, après le 7 octobre, j'aurais pu
j'aurais pu tout simplement dire ben, j'appartiens plus à ce camp ne me représente plus. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas pour la raison que je viens de nommer. Je pense que le progrès moral que nos sociétés ont fait, je pense que les avancées démocratiques qui ont été opérées ont été essentiellement dues à la gauche. Alors, face à une gauche qui est, à mon avis, qui va à la dérive et qui confond beaucoup de catégories et qui inverse des catégories morales de base, il faut simplement se battre au risque d'être récupéré par la droite ou d'être considéré comme étant de droite. J'ajouterais que la difficulté particulière de ce moment présent, c'est de garder très clairement en tête que Netanyahou est, et de loin, le pire leader, pas seulement d'Israël, mais peut-être de l'histoire juive. Il faut garder en tête que l'occupation est une catastrophe. Il faut garder en tête qu'on doit continuer à défendre le droit des Palestiniens à avoir un État souverain et à vivre dans la dignité, d'un côté. Donc il faut continuer à rendre audible une critique, et même une critique de fond, sur la politique qui est en train d'être menée et qui a été menée par Netanyahou ces 20 dernières années, d'un côté, mais de l'autre côté, refuser absolument tous les discours qui tentent à saper le fondement même, de l'État d'Israël. Et traiter Israël comme un État colonial qui devrait tout simplement être décolonisé ne va pas accélérer la paix et ne va pas accélérer du tout la possibilité que les Palestiniens jouissent de la dignité et de la souveraineté politique. On voit que vous êtes sur que la ligne de crête est étroite et que les fronts sont multiples pour tenir la position qui est la vôtre. Je vous remercie beaucoup, Eva Illouz. On pourrait évidemment poursuivre la discussion parce que tout ce que vous nous avez dit là, est une manière de penser l'événement dans son ensemble, c'est-à-dire dans ses conséquences durables et dans les perspectives d'avenir pas toujours optimiste qu'on peut avoir. Mais évidemment, il faut à un moment donné s'arrêter. Je conseille très fortement aux auditeurs de lire ce tract. Alors, c'est le nom de la collection chez Gallimard, le 8 octobre, une haine vertueuse, et peut-être aussi de relire la série des textes qu'on trouve facilement sur Internet, qui sont parus dans la revue, dans les diverses revues et dans divers organes de presse, où vous avez à chaque fois essayé de comprendre ce qui se passait depuis un an. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Stéphane.